Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 849 du podcast Touchdown Actu. Maté, très heureux de vous retrouver pour débriefer la fin du Divisional Weekend en NFL. On va parler de tout ça avec Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. On se retrouve après une nuit blanche. Comment ça va, bien récupéré? Bien récupéré, écoute, au top. Pour un lundi 18h33, on va révéler les coulisses. Je sais pas si ça sera encore le cas dans 2 heures, mais là ça va. Ouais, c'est ça. C'est ça. On sent que ça lâche un peu plus tôt au niveau de l'autonomie. Ouais. Mais moi, je dois t'avouer, j'ai regardé tous les 2 matchs dont on va parler en replay. J'ai fait le deuxième en replay. Je me suis endormi à la fin du Rams Eagles. Enfin, les yeux commençaient à se fermer, donc j'ai fait OK, je le mate en replay demain matin. Ouais, le fameux 40 minutes. C'est ça, mais moi j'ai pas tenu jusqu'à la fin du Rams Eagles en fait, donc j'ai piqué du nez au milieu, donc j'ai tout regardé ce matin parce que j'étais trop entamé. Bon, en tout cas, on va revenir sur une grosse désillusion pour les Ravens, sur une victoire logique pour les Eagles, et on va commencer évidemment par le match Bills-Ravens qui était le gros morceau du week-end. Bills 27, Ravens 25. Les Ravens ont marqué à un peu moins de 2 minutes de la fin, mais Mark Andrews a laissé échapper la réception de la conversion à 2 points qui aurait égalisé et donc peut-être envoyé en prolongation parce qu'il restait du temps. Victoire des Bills. Baltimore n'a pas punté une seule fois, mais ils ont perdu 3 ballons. Est-ce que c'est là-dessus que le match se perd, Raphaël? Oui, bien sûr. C'est là-dessus que le match se perd et c'est d'ailleurs le point commun des 4 défaites en divisional. Toutes les équipes qui ont perdu le plus de ballons ont perdu le match à la fin. C'est un poncif et ça reste très simple, mais la bataille des turnovers reste clé en NFL. On le mentionne dans chaque preview, etc. Mais c'est vrai que ça se joue en partie sur des détails. Donc Baltimore perd là-dessus, c'est certain. Il y a, comme tu l'as dit, il ne punte pas, mais il y a 3 pertes de balles. L'interception peut-être de Lamar Jackson est un peu moins coûteuse dans le sens où derrière Buffalo ne punt directement après l'interception. Donc factuellement, dans le déroulé du match, elle coûte moins. Mais c'est vrai que ces 2 ballons perdus, celui par Lamar Jackson et Mark Andrews, plus presque ce drop qui est presque un semi-fumble. Oui, ça coûte très très cher et manifestement ça se fait, la défaite se fait là-dessus. Enfin, ouais. Après sur la fin, évidemment, sur la fin, il y a ce drop, etc. Il y a les pertes de balles qui sont un peu étalées. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il rate quand même pas mal le coach, en début de match. Il commence par un touchdown, premier drive. Il pourrait vite mettre la main sur le match. La défense tient pas et c'est derrière qu'il y a l'interception de Lamar Jackson. Ensuite, il perd le fumble qui est quand même, les deux d'ailleurs sont assez horribles, que ce soit le fumble ou l'interception. Ils sont assez vilains et après oui, on en revient à ça, des erreurs comme ça à ce niveau c'est interdit, que ce soit l'interception comme les fumbles. Non mais oui, c'est ça, c'est interdit. Moi c'est vraiment les 2 fumbles qui me gênent le plus parce qu'ils ont pas de sens. Enfin, Mark Andrews essaye de gagner plus de yards en rentrant à l'intérieur là où il y a encore plus de défenseurs, donc on comprend pas bien l'action, et Lamar Jackson panique totalement au moment de... Déjà, le snap est un peu raté. Il garde quand même le ballon et tu dis, bon, ok, ça va, c'est rattrapé. Et derrière, il le perd de manière très moche, comme tu dis. Moi, c'est vraiment les 2 fumbles qui m'embêtent. Donc oui, c'est des erreurs impardonnables. Et dans ce match-là, à ce niveau-là, face à une équipe en face qui n'en fait pas, l'addition se paye cher. Après, moi, il y a un autre péché capital, c'est quand même qu'il cale... notamment je crois après le fumble, c'est ça, sur la possession suivante, ils sont en première et goal sur les 2 yards et il y a course de 0 yards pour Derrick Henry, sac, drop de Derrick Henry sur la 3e, qu'on a lâché 2 aussi, Derrick Henry. Et je trouve qu'ils continuent à creuser leur tombe à ce moment-là parce que tu parles des ballons perdus qui ont été décisifs dans tous les matchs, mais l'inefficacité aussi, c'est-à-dire que là encore c'est tarte à la crème, mais dans ces matchs-là tu dois avoir une efficacité optimale, on va dire.
Et je trouve qu'en fait, ils creusent encore leur tombe avec cette première et 2 à 2 yards de la end zone qui passe pas, alors que ça court plutôt bien dans cette équipe de Baltimore, quoi. Oui, ça court plutôt bien. Et d'ailleurs, la deuxième tentative, c'est une passe. Et peut-être qu'il aurait encore fallu un poil insister au sol avec Derrick Henry ou avec une course appelée vraiment pour Lamar Jackson, plutôt que tout de suite passer à la passe. Dans ce match-là où tu as senti que le jeu au sol est progressivement, et c'est notamment dans le troisième quart-temps où ça explose vraiment le jeu au sol de Baltimore, où là ça commence à rouler de mieux en mieux. C'est vrai qu'ils auraient pu mieux gérer cet aspect-là. Donc voilà, c'est plein de petites erreurs de attention aux détails, de peut-être mauvais choix de coaching à un certain moment qui font tomber une équipe qui malgré tout avait le niveau pour être là, c'est certain, et passe pas loin encore une fois, mais c'est vrai que cette attention aux détails leur coûte cher. Ouais. Oui, parce que dans l'intervalle où eux perdent des fumbles, ratent ça, etc., dans l'intervalle, Buffalo marque 3 touchdowns avant la pause, il y a 21-10. Et c'est pour ça que moi je dis, j'ai l'impression qu'ils perdent en première mi-temps, parce que à côté de ça, eux, les Bills sont hyper efficaces à ce moment-là, quoi. Oui, c'est vrai que ça leur met un retard compliqué derrière, et finalement tout le match il court après ce retard, hein, clairement. Donc ça les met en mauvaise position. Disons que là où peut-être je nuancerais, c'est vrai qu'ils ont quand même un troisième quart-temps Baltimore très très bon, où ils passent un 9-0 qui leur permet quand même de finalement à l'entrée du quatrième quart d'être pas si loin que ça. Mais oui, c'est vrai que ce retard pris en première mi-temps, notamment à cause d'actions qui auraient pu être mieux gérées, leur coûte cher, ouais, c'est certain. Bon, la deuxième mi-temps, tu l'as dit, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire que c'est punt, field goal pour les Bills. Qu'est-ce qui a bloqué pour eux en deuxième mi-temps? On a, je trouve, des appels de jeu, notamment dans le troisième quart-temps, un peu plus étonnant de la part de Joe Brady, beaucoup de screen pass très peu efficaces face à une défense de Baltimore qui a des cornerbacks capables d'assez vite exploiter, de contrer assez vite l'extérieur, et qui sont plutôt bons là-dessus sur défendre les screen pass. Donc c'est vrai qu'ils se sont fait, ils sont un peu perdus là-dedans, je trouve. Donc un peu d'appel de jeu qui a moins marché, une ligne offensive un peu moins bonne pour ouvrir des brèches aussi. L'avantage, et c'est tout le mérite de Joe Brady, je trouve notamment, c'est que le quatrième quart-temps est beaucoup plus costaud en termes d'appel de jeu et même de niveau de jeu de l'équipe générale, et finalement il redresse très vite la barre dans un match qui aurait pu finalement leur échapper progressivement. Ils arrivent à redresser la barre, et ça c'est le bon signe peut-être pour la suite. Mais oui, effectivement, je trouve que les appels de jeu dans le troisième quart sont pas bons. Et après, on en reviendra peut-être un autre jour dessus, mais notamment un McDermott peut-être un peu timide en fin de match. Et ben vas-y, on a dit qu'ils étaient efficaces. Moi, j'allais dire plus tard même qu'ils étaient solides, sérieux, mais peut-être un peu trop sérieux. Ouais, moi je trouve. C'est notamment quand ils le mènent. C'est ce field goal en fin de match où Buffalo mène à ce moment-là 24-19. Ils sortent d'un drive de plus de 5 minutes. Enfin, ils ont bien joué le coup. Ils arrivent devant la goal line de Baltimore. Et c'est vrai que McDermott, on le voit, il hésite. D'abord, c'est Josh Allen qui est sur le terrain, puis il appelle un temps mort. Et finalement, il envoie l'équipe, il envoie le coup de pied. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on a trop souvent vu McDermott faire, c'est jouer pour ne pas perdre, mais pas jouer pour gagner. Et c'est là où ça m'embête, et ça me rappelle des cauchemars et de ce qu'il a pu faire les autres saisons contre Kansas City. Et encore une fois, j'appelle pas tout le temps à jouer les quatrièmes, mais là, je le redis, la stat en plus passe pendant le match. Buffalo, en situation de quatrième et 1 à 3 yards, ils sont à 87% de réussite cette saison. 87%, tu vois, on n'est pas à un niveau de réussite qui est joué à pile ou face. Ils maîtrisent cette situation-là, ils ont les joueurs pour le faire. On a Josh Allen, on l'a vu dès qu'il est en situation de goal line, il est quasiment inarrêtable. Vas-y, si tu marques le touchdown, le match, il est clairement fini en fait. Il y a zéro chance pour Baltimore de revenir. Et là, quand même, il passe. Alors bien sûr, comme tu l'as dit, même si Mark Andrews réussit la conversion à 2 points, il y a encore 1 minute 30 à jouer, peut-être que Buffalo marque les points qu'il faut derrière pour aller gagner, pas de souci. Mais malgré tout, encore une fois, McDermott tend le bâton pour potentiellement se faire battre. Et ça passe quand même pas si loin de ça, de s'envoyer en prolongation. Donc
Voilà, moi c'est ce truc-là où je me dis, j'espère qu'à Kansas City, la semaine prochaine, il osera y aller, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut enfoncer l'adversaire la tête sous l'eau, et quand t'as Josh Allen à 2 yards de la ligne d'en but, vas-y, quoi. Bah oui, non mais on est d'accord. Il gagne avec 277 yards seulement pour 417 aux Ravens, donc on en revient à ça, ils ont bénéficié des pertes de balles. Ouais, ils ont bénéficié des pertes de balles, eux n'en ont pas fait, et je trouve, on pourra revenir sur Baltimore, Lamar, etc. après, mais pour continuer quand même sur Buffalo, gros match, moi je trouve quand même des lignes de Buffalo. Qu'on n'a pas peut-être pas tout le temps mis en avant cette saison, mais la ligne offensive de Josh Allen lui a quand même permis de lancer globalement tout le match sans pression. Il y a eu une ou deux actions bien sûr où il y a eu un peu de pression, mais globalement il a pu lancer assez tranquillement, donc ils l'ont bien protégé, et puis ils ont fait quand même du gros taf sur le jeu au sol, parce qu'on a un Cook qui fait encore un très bon match là-dessus, et la ligne défensive je trouve des Bills, malgré le nombre de yards pris, etc., a quand même pas si mal géré que ça le jeu au sol de Baltimore. On a Lamar Jackson qui a un peu de yards au sol, mais c'est pas une explosion, et on a un Derrick Henry qui a été contenu autant que possible, j'ai envie de dire, dans ce format-là. En fait, tu peux pas beaucoup faire mieux contre Derrick Henry et les Ravens actuellement, et je trouve que Buffalo a bien géré la course, notamment toute la première mi-temps. Donc ouais, moi je trouve que vraiment la ligne défensive de Buffalo fait quand même une belle prestation, quoi. Ouais, on en revient à ça, ils ont gagné sur les fondamentaux, quoi. Ils gagnent sur les lignes, ils gagnent sans perdre de ballon, ils gagnent en profitant un peu des turnovers adverses. On l'a dit, bon après voilà, faudra pas être trop conservateur, mais c'est le sérieux qu'a payé. Et c'est vrai que les stats sont un peu trompeuses. Moi je voyais qu'il y avait pas mal de débats, parce que Nitinia a titré son résumé Josh Allen plus fort que Lamar Jackson. Mais des fois être plus fort, c'est être plus sérieux et pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'il a pas de stats ronflantes, mais il a pas perdu de ballon, et perdre 2 ballons, c'est mortel en fait à ce stade de la compétition. Donc il a été meilleur parce qu'il a pas perdu de ballon, quoi. Non, mais je suis d'accord, il a été meilleur que Lamar Jackson. Je l'aurais peut-être pas nommé MVP du match. Je trouve pas que ce soit lui qui porte l'équipe pour le coup. Mais parce que la prestation aérienne est pas flamboyante, hein, clairement. Enfin, Josh Allen, on l'a vu faire 100 fois mieux. Non, bien sûr, mais parce qu'ils ont aussi pas mal couru. Ils gagnent 147 yards au sol, ils courent 36 fois. Hein. Ah non, mais clairement, le plan de Joe Brady, et je pense que le temps était aussi un peu lié à ça. Oui, aussi, il caillait. Il y a cette volonté de pas lancer plus que ça. Comme tu dis, il a été meilleur. Il a été meilleur sans être au max du potentiel qu'on a déjà vu chez Josh Allen. Et donc, à quelque part, tant mieux aussi de gagner avec un Josh Allen comme ça. C'est une preuve de solidité. Donc, Clairement, ils ont un peu de marge. On va revenir aux Ravens. Je le disais tout à l'heure, ils ont fait field goal, touchdown en deuxième mi-temps pour eux, donc ça s'était inversé, mais il y a le fumble de Mark Andrews au milieu de tout ça qui donne un field goal aux Bills. Mine de rien, ça fait la différence parce qu'ils perdent de 2 points. Et puis il y a les 2 conversions ratées, 2 passes. Là encore, je reviens au choix de jeu. Il y a un des 2 drives notamment où il déroule au sol, il gagne je crois 68 yards au sol sur le drive. Et derrière, la conversion à 2 points, c'est une passe, c'est une passe ratée. Ouais. Est-ce que là encore, quand t'as Derrick Henry et Lamar Jackson, il n'y a pas moyen? Alors évidemment, 2 yards, ça peut être beaucoup au sol et tu peux aller t'empaler si tu vas tout droit, mais est-ce que t'as pas moyen de trouver un schéma de jeu où tu mets en valeur un de tes coureurs, quoi? Oui, non mais je pense aussi, tu sais, ça me fait penser, dans une moindre mesure, c'est pas exactement le même match et comparaison n'est pas raison, mais ça me fait penser, on en revient toujours à la question de Marshawn Lynch, le Super Bowl des Seahawks, quand t'es en goal line, est-ce que tu ne l'envoies pas s'emplafrer 3 fois? Est-ce que tu tentes pas plus, quoi? Je suis d'accord. Pour moi, ces conversions-là, 2 points, notamment vraiment la première où Lamar Jackson fait une passe pour Isaiah Likely. Tu l'as dit, c'est une série où le jeu au sol déroule totalement, que ce soit Derrick Henry et de mémoire, tu as même une belle course ou 2 de Justice Hill sur ce drive. Enfin, ils sont en train d'être en mode rouleau compresseur, et je trouve aussi que la suite logique aurait été de donner le ballon à Derrick Henry et d'y aller en puissance avec un package où tu mets 6 ou 7 linemen offensifs, 2 tight ends, et t'y vas, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, quand t'as suffisamment de puissance, je trouve que cette ligne-là a suffisamment de puissance et de qualité physique. Tu rajoutes un Ricard en fullback, enfin, bref, je te rejoins, je pense qu'il y avait mieux à faire. Et on l'a dit, c'est ces petites erreurs-là, que ce soit du coaching ou d'exécution de Lamar Jackson et Andrews, qui à la fin, cumulées les unes avec les autres, font que Baltimore perd ce match.
Et ce qui est un peu embêtant, c'est vrai que c'est que ça arrive trop de fois, trop souvent aux Ravens ces dernières saisons. C'est pas la première fois qu'en playoff, ils perdent un peu bêtement comme ça, quoi. Après, tu vois, on parle de celle d'Andrews en fin de match parce que forcément, plus t'avances dans le match, plus ça a l'air décisif. Moi, je reviens là-dessus, c'est que je pense que comme ils ont perdu leur marge d'erreur en première mi-temps, forcément, les erreurs d'Andrews à la fin, elles sont fatales. Comme ils ont mangé tout leur capital d'erreurs potentielles, voilà, là, tu peux plus les faire. Je pense que ça aurait été gérable s'ils n'avaient pas mangé toute leur marge en première mi-temps. T'aurais pu survivre à une des 2 erreurs d'Andrews ou quelque chose comme ça. Sans doute. Mais et d'ailleurs, moi, ça m'a après, fait c'est pas exactement le même match, du coup, s'il n'y a pas ces erreurs en première mi-temps. Bien sûr. Oui, je t'en rejoins. Bien sûr. Après, c'est terrible parce que Andrews, c'est quand même un joueur solide depuis des années. Et de le voir faire ça a quand même un côté crève-cœur, quoi. Donc c'est hyper dur pour lui. Après, en le voyant manquer cette réception, j'ai plus la température exacte au coup d'envoi de ce match, mais il devait faire 0 voire négatif, parce que quand je vois que la pelouse était gelée quasiment à la fin, voilà, il devait pas faire très chaud. Je suis toujours étonné de voir des joueurs en manches courtes. Non mais je dis ça pourquoi, parce que j'avais entendu ça il y a pas longtemps et je l'ai revérifié aujourd'hui. Il y avait une anecdote où Bill Belichick racontait que Bill Parcells, donc je suppose à l'époque des Giants, obligeait ses coureurs à avoir des manches quand il pleuvait. C'est-à-dire qu'il disait si le mec sort du vestiaire et qu'il n'avait pas des manches, parce que ça accroche mieux que la peau qui s'assèche en plus quand il fait froid, etc. Et ben en fait il regardait les gars, il disait soit tu retournes au vestiaire, soit tu n'auras pas le ballon. D'accord. Et je suis assez étonné parce que c'est vrai en plus. Alors j'ai même consulté un article de Futura pour te dire qui explique que quand il fait froid, la peau se déshydrate, elle devient plus craquante, etc., etc. Et je pense que c'est quand même moins facile de maîtriser un ballon sur une peau qui est gelée quand t'as les mains qui doivent quand même être froides aussi avec les gants, etc., etc. Et donc je suis pas étonné que les mecs aient du mal à maîtriser le ballon, même dans les bras, etc. Tu vois. Donc j'étais étonné de les voir sans manches. C'est un détail. Peut-être que c'est un tout petit gain marginal. Mais des fois l'excellence, ça se joue à des détails comme ça aussi. Bah ouais, et je pense qu'encore une fois, comme le disait Parcell, je pense que ça accroche mieux sur du tissu que sur ta peau gelée, quoi, dans ces cas-là. Donc ça aurait pu être intéressant. Bon, en tout cas, c'est terrible pour eux. Tu le disais. Comment on se remet de ça ? C'est un peu comme les Lions samedi. C'est vraiment une équipe qui attendait beaucoup, qui a beaucoup raté avant. Alors il y a moins le côté historique que les Lions, mais comment tu te remets de ça, quoi ? Et comment tu te remets de ça ? Il y a eu gros travail psychologique clairement à l'intersaison, encore plus de travail au camp d'entraînement sur les détails, et puis maintenant il faut renforcer l'effectif, et voilà, parce que objectivement c'est une équipe qui pour moi a suffisamment de talent et de compétences un peu partout pour de toute manière rejouer les premiers plans l'an prochain, enfin, sauf catastrophe industrielle, blessure, problème psychologique, traumatisme dans l'équipe entière, et ça part à volo l'an prochain, mais ce que je crois pas particulièrement. C'est une équipe de toute manière, maintenant pour moi Baltimore ça fait partie de ce genre d'équipe qui a un plancher à 10-11 victoires. Enfin, oui. Voilà, pour moi c'est un peu ça, donc ils seront, sauf catastrophe, pour moi ils sont en playoff l'an prochain. Maintenant c'est comment tu vas chercher comment t'améliores ce manque d'exécution sur les détails, tout ça, pour viser l'excellence. Certaines équipes trouvent la clé, certains coachs la trouvent, d'autres non. Faut que Lamar Jackson il ait un déclic, c'est clair. Il a pas été bon. Alors il a été meilleur que ses dernières prestations en playoff, mais il a pas été bon encore, pas suffisamment bon en tout cas avec ses pertes de balles. Donc lui aussi doit encore progresser là-dessus. Voilà. Après moi je continuerai à penser que Baltimore peut gagner un Super Bowl avec Lamar Jackson, et que on en est qu'à 5 saisons, et attention, enfin qu'à 5 saisons pour Lamar Jackson. 7 maintenant, je crois, 6 ou 7. Ouais, mais je crois que là, il y en a une qui fait pas les playoffs. Il est blessé. En tout cas, oui, il y en a une où il joue pas les playoffs. En effet, il est blessé. C'est un Tyrod Taylor ou Tyron Check. Je parle vraiment en termes de playoffs joués, on va dire ça comme ça. Voilà, oui, t'as raison, c'est la 6e et l'an prochain c'est la 7e. Enfin, ça pourrait être sa 7e campagne de playoff l'an prochain, disons. Oui, c'est ça, parce qu'il a été drafté en 2018. Bon, voilà, on a des normes qui peuvent être un peu biaisées, je pense. Et après, il a que 28 ans, et on est dans un monde où Tom Brady a tout faussé, où tout le monde croit qu'il faut gagner des Super Bowls tout le temps, etc. Alors que c'est super dur de gagner un Super Bowl. Non mais, tu vois, on l'oublie. Il y a plein de bons joueurs, grands joueurs, qui n'ont pas forcément gagné de Super Bowl. La stat, tout le monde l'a un peu ressorti sur les réseaux sociaux. Peyton Manning, son premier Super Bowl, c'est sa 7e campagne de playoff.
Bah, c'est ce que j'ai mis, je l'ai mis dans un article justement aussi aujourd'hui. Manning était à 3 victoires, 6 défaites sur ses 9 premiers matchs de playoff. Jackson est à 3-5. Et donc Manning est à 3-6 en effet avant de gagner une bague. Il gagne 2 bagues ensuite. Le Super Bowl, c'est un enchaînement de choses. Moi, je trouve que Lamar Jackson a suffisamment progressé cette saison dans son jeu et il l'a un peu montré dans ce match pour me dire que, ok, faut pas que Baltimore rentre en mode panique de cette défaite. On n'y arrivera jamais, c'est la cata. Enfin, il y a quand même des bases, quoi. Non, mais je crois que c'est ça qui est d'autant plus frustrant, hein, d'ailleurs. C'est que ils Bon, savent qu'ils peuvent. Oui, mais... oui, je suis d'accord. Oui. Mais ça commence à faire quelques années qu'ils savent qu'ils peuvent. Après, sûr. la différence cette année où moi j'avais l'impression, c'est qu'il y avait vraiment une belle fenêtre avec un Derrick Henry en giga grande forme. Là, il a 31 ans. On l'enterre évidemment pas, c'est un grand coureur. Mais on sait que voilà, un coureur qui avance son âge, qui a déjà passé 30 ans, c'est pas toujours pareil. Après, c'est une équipe qui draft très très bien, qui est très très bien gérée, qui a du bon coaching, etc. Donc, comme tu le dis, moi je suis comme toi, j'ai l'impression qu'on revient tous les ans au même point depuis 3-4 ans. C'est bon, bah on attend qu'ils aient leurs 10-12 victoires l'an prochain et on verra ce qu'ils feront en playoff, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Et ben voilà pour eux. On passe donc à Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, 28-22 pour Philadelphie. Et évidemment, je rappelle avant de passer à celui-là, évidemment, donc les Bills affronteront les Chiefs en finale de conférence. Et ce sera en direct sur W9 à 12h30 dimanche avec nous-mêmes aux commentaires. Auto-promo total. Donc, Eagles, Rams, 28-22 pour Philadelphie. Les Rams se sont accrochés pendant un moment finalement. Au fil des minutes, la neige s'est intensifiée. Saquon Barkley aussi s'est intensifié. Ça a fait 205 yards au sol pour Barkley, 285 yards au sol pour Philadelphie, 128 à la passe. Je crois que le plan de jeu était clair. Oui, clairement, du côté des Eagles, on s'est pas posé beaucoup de questions et je pense que de toute façon, alors c'était déjà de toute façon, c'est vraiment la physionomie de cette équipe et son principe de jeu depuis le début de la saison, courir plus. Donc c'est pas surprenant et c'est une recette qui a marché, donc c'est pas surprenant de le refaire. Ça a été encore plus poussé par les conditions climatiques en deuxième mi-temps où clairement on voit que le jeu de passe était quasiment impossible, notamment dans le troisième quart et début de quatrième quart. Donc on a insisté au sol. Et oui, le plan de jeu était établi, mais en même temps, tant qu'ils le font aussi bien, je veux dire... Oui, parce que même sans la neige, ils semblaient quand même avoir la main dans les tranchées sur le jeu au sol. Oui, il semblait, et c'est pas une grande surprise, leur ligne offensive est vraiment construite pour ça. Saquon Barkley est en forme, ils ont ce qu'il faut pour courir comme ça, et tu l'as dit, même sans la neige, c'était le plan de jeu, et ils l'ont fait déjà la semaine dernière, et ils l'ont fait toute la saison, donc pas surprenant, ils gagnent façon old school, mais ils le font tellement bien qu'en fait, il n'y a pas non plus de... Enfin, on le dit parfois, ça sert à rien de jouer au plus malin non plus. Le principe, c'est quand même de gagner, c'est de faire ce que tu fais bien. Ils le font très bien, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de changer tout d'un coup de fusible. Enfin, il n'y a pas de raison. Donc, c'était le plan de jeu et ils l'ont encore bien fait. Je précise au sol parce que Jalen Hurts a pris 7 sacs. Oui. C'est un petit match pour lui. Alors, 15 sur 20, 128 yards. Aucun touchdown, aucune interception, mais 7 sacs. Oui. Énorme match de la défense des Rams, en tout cas sur le pass rush. Jared Verse a été excellent, cette défense a été bonne, mais est-ce que Jalen Hurts joue bien en ce moment ? Non, moi je trouve qu'il joue pas bien. Sur les 7 sacs, il y en a quand même 2-3 qui sont vraiment pour lui. Je pense notamment au safety dans la end zone où il passe un temps incalculable alors qu'il est dans la end zone. Il y a un moment, juste tu lances le ballon dans la end zone, t'attends pas autant avec le ballon, peu importe en fait, tu lances et puis c'est tout. Donc là, pour le coup, moi il y a 2-3 fois où je me suis dit, ok, c'est vraiment de sa faute, il joue avec le feu et il finit par tomber dedans, donc non, je le trouve pas bon. Alors c'est vrai qu'il y a cette blessure un peu en cours de match à la cheville qui a l'air un peu de le gêner aussi, plus les conditions climatiques. Ouais, sur le safety notamment, on voit qu'il est pas très mobile. Il se fait tordre le genou dans le troisième quart. C'est ça. Et puis les conditions font que déjà que le jeu passe allait pas très bien. Mais alors là, tu t'es dit, bon, on sait qu'on allait plus le voir. Donc non, il est pas bon. Moi, je le trouve pas bon depuis pas mal de matchs. Maintenant, ils ont la chance pour le moment de pouvoir s'en passer. Ils ont encore 2 matchs à faire. Je sais pas si tu peux faire encore 2 matchs comme ça. Mais ils reçoivent le prochain encore, ils auront la météo à nouveau, ça peut éventuellement s'il fait encore froid. Mais je suis assez d'accord avec toi, c'est pas un point qui est rassurant pour l'instant. Après, si tu prends le truc dans ce sens-là, tu te dis bon, ils gagnent sans être à leur meilleur, ce qui montre qu'ils ont aussi une marge. Non, mais c'est sûr, ils ont une marge et
Et finalement, ils se sont un peu détachés dans ce match. Et alors, c'est vrai que c'est dur à analyser parce que les conditions climatiques sont tellement compliquées en troisième quart qu'on voit bien que les Rams n'arrivent pas à jouer dans ces conditions-là. Et du coup, ça fausse un peu le résultat. Et à quel point Los Angeles aurait pu poser problème dans d'autres circonstances, je ne sais pas. Mais enfin, personnellement, j'ai toujours trouvé que Philadelphie avait quand même une tête d'avance dans ce match. Et je les ai pas sentis outre mesure totalement en panique non plus. Bien sûr, il y a le scénario qui fait qu'à la fin, Los Angeles peut revenir au score, mais tu sens qu'une bonne partie du match, quand même, Philadelphie est en contrôle. Et entre ce jeu au sol qui semble inarrêtable à l'heure actuelle et quand même cette défense qui est très très bonne, c'est vrai qu'ils ont de la marge. Sur le scénario, il y a 1 point d'avance pour Philadelphie au début du dernier quart. Les Rams là perdent 2 fumbles et font un punt. Pendant que les Eagles marquent field goal, touchdown de Saquon Barkley, un long touchdown, qui fait plus ou moins game over. Alors après, tu l'as dit, les drives, les Rams ont quand même eu un drive pour aller gagner. Ils échouent sur 4e tentative, donc ils sont pas si loin que ça. Pour eux, c'est presque... Ils ont quand même de quoi avoir des regrets. Oui, forcément un peu, parce que c'est vrai, ils sont pas si loin que ça à la fin. Et ils sont clairement proches de réaliser un press hold-up à ce moment-là du match. S'ils l'emportent, franchement, tu te demandes comment ils y arrivent. Et c'est vrai qu'ils ont eu le mérite de s'accrocher et de rester dans le match, notamment grâce à leur défense, une bonne partie du match, qui a continué à mettre la pression et à limiter la casse autant que possible, en prenant plutôt des field goals que des touchdowns, ce qui permettait de rester à portée de tir. Donc c'est vrai qu'ils peuvent avoir des regrets là-dessus. Ça aurait pu être un match un peu différent pour eux là-dessus. Après, on en revient au thème de la semaine. Ils ont gagné les Rams donc ont gagné plus de yards que leur adversaire et perdent, mais ils ont 2 ballons perdus. Le fumble de Matt Stafford dans sa moitié de terrain sur 3e tentative, je pense c'est terrible parce que celui-là, je crois qu'il met un field goal derrière. Donc il coûte des points. Ils sont à 2 sur 5 dans la red zone aussi. Donc on est sur tous les thèmes du week-end, c'est-à-dire qu'ils ont perdu plus de ballons, ils ont été moins efficaces. Et bim, ils se retrouvent à rater en effet pas tant que ça, quoi. Un match qui était pourtant pas du tout à leur avantage, avec des conditions météo qui étaient pas du tout à leur avantage. Donc c'est un peu dommage pour eux, mais on en revient toujours à ça, quoi. Tu peux pas, ils gagnent plus de 400 yards dans ces conditions-là. C'est vrai, c'est énorme, ouais. Mais tu peux pas te permettre de perdre des ballons et de pas être efficace dans la red zone en playoff, donc tu te retrouves à perdre comme ça. Et après, on n'arrête pas de parler des conditions météo, donc. Pas de neige au début, neige qui s'intensifie tout au long du match jusqu'à ce que ce soit une sorte de blizzard en deuxième mi-temps. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, Raphaël, tu as pensé quoi de cette neige ? Moi, je suis vraiment pas fan de la chose, encore plus en play-off, parce que je trouve que la condition météo nivelle quand même le niveau par le bas. Et c'est surtout ça qui m'embête, donc... Je milite pour que chaque stade se débrouille pour avoir un toit rétractable. Et quand il y a un peu de neige, un peu de machin, ok, mais là, la deuxième mi-temps, le troisième quart-temps, c'est un blizzard. Enfin, c'est inregardable. Les actions, c'est presque de la chance de perdre le ballon ou pas. Enfin, c'est un peu malheureux de voir les mecs qui sont en plus surtout parmi les meilleurs athlètes du monde. T'as l'impression qu'ils marchent sur des œufs, quoi. Bah c'est ça, ouais. Donc moi, c'est un peu gênant. Et puis après, oui, il y a le côté fumble, glissade, ballon qui doit être dur comme du bois. Je trouve ça dommage d'être en phase finale et de pas mettre toutes les chances de son côté pour avoir les meilleures conditions possibles pour jouer à ton sport. Donc voilà, après. C'est d'ailleurs un des paradoxes parce que la NFL prend bien soin que ça arrive pas pour le Super Bowl, par exemple. Oui, c'est clair. Mais c'est clair net. C'est pas pour rien que la NFL, sauf la fois à New York où ils ont tenté le coup et ils sont pas passés loin de la catastrophe. Et ils ont eu du bol parce qu'il fait beau le dimanche et il y a un blizzard le lundi. Ouais, c'est ça. Donc en dehors de ça, bon. Non, mais officiellement le Super Bowl c'est parce que on veut aussi que le public et les guests soient dans des bonnes conditions et le show de mi-temps, etc. Ouais. Mais c'est pas un hasard que voilà. T'imagines ce spectacle-là au Super Bowl, c'est des mecs qui glissent de partout, des machins. Ouais. Mais moi je suis comme tout le monde, moi je partage tout le monde. C'est visuellement très très fun, footballistiquement pas très très intéressant. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on aime tous la neige. Moi j'adore jouer dans la neige aussi, mais c'est vrai qu'en termes de qualité de jeu, et puis je pense que ça doit être un peu rageant si t'es un joueur des Rams là par exemple, que tu joues ta saison là, sur ce 3e quart et ce 4e quart, bon ça fait un peu mal. Quand même une saison satisfaisante pour les Rams.
Oui. Notamment Oui. en défense Oui. quand même, parce que Oui, quel oui. draft. Non, mais saison satisfaisante pour les Rams. Tout le monde ne les voyait pas capables d'aller jusqu'en playoff. À ce niveau-là, ils ont prouvé qu'ils l'avaient. Et comme tu dis, la draft est quand même très réussie. Ils avancent. Alors, je ne sais pas combien de temps ils arriveront à conserver cet effectif-là. Mais ils ont quand même une ligne défensive absolument terrible pour les années à venir. Kobe Turner qui est dans sa 2e année, Jared Verse qui est déjà un excellent pass rusher première année, Brandon Fisk qui est sorti sur blessure dans le match a quand même montré des belles choses. Enfin, ils ont quand Première même année aussi. Ouais, première année, ils ont quand même une ligne défensive là avec 3-4 joueurs de première, 2e année, qui vraiment peuvent aller casser du quarterback dans l'avenir. Et ils ont fait du coup, c'est 16 sacs sur leurs 2 matchs de playoff. Ce qui est 4e, je crois, sur une campagne de playoff dans l'histoire. Enfin, bon, on dit que le football se gagne dans les lignes. Eux, en tout cas, il y a une des 2 lignes. La défensive, elle est clairement réglée pour les années à venir. Donc non, c'est une très belle saison. Il faut continuer de renforcer l'effectif. La grosse question de l'intersaison, ça va quand même être Matthew Stafford. Il a l'air de dire qu'il veut continuer. Ok, bon bah écoute, Il a tant dit mieux. qu'il allait prendre du temps pour réfléchir, mais qu'il avait l'air d'avoir encore du football en lui. Il a 36 ans, on rappelle. Voilà, tant mieux, mais parce que si jamais c'est pas le cas, là il y a plan B là par contre. Ouais, là par là contre c'est chaud. panique à bord. Là ça devient panique à bord. Clairement. Et il faudrait peut-être commencer à préparer un mec parce que. Oui, je pense que là les Los Angeles doivent commencer à réfléchir sérieusement au truc parce que quand même tu peux pas. Puis alors j'aime beaucoup Matthew Stafford, mais c'est un 36 ans avec beaucoup de kilomètres au compteur quand même. Beaucoup de kilomètres, beaucoup de coups au compteur. C'est ça, il a vraiment pris très très longtemps dans sa carrière. Il était dur au mal, mais il prenait beaucoup de coups, c'est beaucoup clair. de blessures. Et puis, alors pas sur ce match. Sur ce match, ça s'est pas forcément vu parce que les conditions de toute façon faisaient qu'on pouvait pas le voir, mais il a plus de mobilité et on voit quand même une des caractéristiques dominante des quarterbacks à l'heure actuelle, c'est quand même cette capacité à étendre les jeux en sortant de la poche. Et je pense de plus en plus que dans les années à venir, tu peux pas avoir un quarterback qui sort pas de sa poche. Enfin, ça devient trop important dans le jeu. Ouais, non mais moi je serais pour le coup, je sais, encore une fois là on s'avance sur la draft, mais s'il y a un projet à développer que Sean McVay trouve intéressant, c'est peut-être le moment là quand même, hein, parce que aussi, si c'est pas cette année, peut-être la suivante. Après la priorité pour cette intersaison, ça me semble être quand même, mais c'est la même chose depuis des années, j'ai l'impression de renforcer la ligne offensive, de trouver un jeu au sol quoi. Ouais, la ligne offensive surtout. Moi je trouve que Kyren Williams c'est un running back. Alors oui, il a tendance à perdre beaucoup de ballons, c'est vrai. Cette saison de mémoire, il a 6 fumbles, 6 ou 7, ce qui est beaucoup, c'est certain. Mais il court quand même, il court pas trop mal. Quand il est dans de bonnes conditions, je trouve qu'il est assez efficace. Donc moi c'est plutôt la ligne, vraiment la ligne que j'irais renforcer. Il y a besoin de mettre plus de poids sur cette ligne, c'est certain. Après, voilà, il y a des touches à gauche, à droite à faire, mais la ligne offensive prioritaire. Non, mais c'est vrai que je suis dur avec Williams, qui sort d'une saison à 1300 yards et 14 touchdowns. Ouais. Je suis un peu dur, c'est l'habitude. Bon, les Eagles sont en finale de conférence, ils seront favoris face à Washington sur le papier, sans avoir joué un gros match complet. Ça m'a choqué d'ailleurs, Chris Collinsworth, le consultant US, à la fin du match, disait que c'était plus de la survie qu'autre chose. T'es d'accord sur ce match, pour résumer ? De la survie, dans quel sens de la survie ? Que c'était pas forcément un match où ils ont brillé, été incroyables, mais qu'ils ont plus survécu qu'autre chose, à la fois aux éléments, aux Rams qui se sont accrochés. Ouais, je sais pas, je trouve pas qu'ils aient survécu dans tous les domaines, c'est toujours un peu pareil, c'est l'attaque, il y a un peu un mode survie où on a compté sur quelques courses éclairs de Saquon Barkley. Ouais, parce que c'est des gros gains, c'est ça, ouais, il y a pas beaucoup de construction. Donc c'est vrai, sur l'attaque, sur la défense, je suis un peu moins d'accord. Je trouve qu'il y a encore un très bon match de la défense, et notamment un Jalen Carter absolument énorme sur la ligne défensive. Les sacs de Carter sur 3e tentative, le fumble provoqué, enfin le mec change le match à lui tout seul. Donc j'ai quand même trouvé qu'en défense, la presta était bien costaud, et j'ai pas trouvé que c'était une équipe qui était en survie en défense, quoi. Mais offensivement, oui, mais ça fait plusieurs semaines, je trouve, qui compte sur des grosses courses de Saquon Barkley pour faire la différence. Bon, après, il délivre, le mec, il sort 205 yards. Bon. Ah non, mais lui, il répond présent. C'est incroyable. Il répond présent. Donc là-dessus, encore une fois, il joue la logique, et notamment la logique du general manager des Eagles, Howie Roseman, c'est les lignes avant tout.
Alors oui, là, la ligne offensive a un peu pris cher sur le jeu de passe, mais encore une fois, sur le jeu de course, elle était présente. Tu as deux lignes offensives et défensives de très bon niveau. Vic Fangio fait le taf en défense. Voilà, il joue sur les fondamentaux et ils espèrent que Jalen Hurts, dans une semaine, puis dans 2 semaines potentiellement, aille mieux. Et ils ont des armes. Hein. Ils vont pas être faciles à bouger quoi qu'il arrive. Hein. Non, clairement, ça va être. Mais ça va être un match intéressant cette finale NFC entre les Eagles et les Commanders. Bon, on va avoir 2 très belles finales de conférence de toute façon. On vous l'a dit, on en reparlera notamment dans la preview de ces finales de conférence. Ce sont Victor et Raoul qui vont s'y coller. Ils parleront aussi de l'avenir des Lions. Ça va être aussi très intéressant. Et puis nous, on se retrouvera. Il y a aussi les rookies cette semaine. Enfin, il y a encore plein de choses. Et à la fin de ces podcasts quotidiens, nous, on se retrouve donc sur W9 à minuit et demi dimanche pour la finale de conf entre les Chiefs et les Bills. Ça va être pas mal aussi, ça. Ça va être pas mal, ouais. Ça va être pas mal aussi. Surtout si on a le suspense et la dramaturgie des dernières années, c'est... Ouais, on est bien. Ça va être assez, ça risque d'être assez fou. Après, on en reparle, ils en reparleront dans la preview, mais on se demande toujours comment les Chiefs survivent depuis des semaines. Donc, à part en dehors de l'immense complot arbitral en leur faveur, évidemment. Mais alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des erreurs d'arbitrage, hein, mais je vois que tout le monde crie au complot. Et en fait, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est juste que je trouve ça, c'est là que je vois que je commence à devenir vieux et je digresse là, mais. Je trouve que l'histoire se répète, c'est incroyable. J'ai l'impression de relire exactement tout ce qu'on lisait sur les Patriots il y a 7 ans, 8 ans. Ça. Oui, c'est globalement ça, ouais. Tout le monde les déteste, ils gagnent trop, les arbitres sont avec eux, j'aime pas leur quarterback. C'est exactement les mêmes. Et du coup, leurs supporters sont acculés, je les vois, tu sais, sur les réseaux sociaux, les machins. Et du coup, ils deviennent plus agacés, tu vois. Et du coup, les gens disent, ouais, mais vous, de toute façon, les supporters aussi. J'ai vraiment l'impression de revivre exactement la période Patriots-Brady. Oui, je trouve aussi il y a pas mal d'éléments qui font écho à cette période-là, c'est clair et net. C'est clair et net. Et puis, le complot, mais on pourra un jour en faire un podcast, un papier. Je pense que les gens se font beaucoup de nœuds au cerveau dans une ligue fermée où chaque propriétaire a exactement le même poids. Oui, où les revenus télé sont où tout le monde partage exactement de la même manière. Bref. J'aurais du mal à voir l'intérêt du complot globalement, mais il faut juste se dire que les arbitres ont du mal. Hein. Ils ont du mal partout. Hein, donc nous on l'a vu, hein, un face mask imaginaire dans le match qu'on a commenté là avec Détroit où on s'est regardé en se demandant ce qui s'était passé. Ils sont nuls. Voilà, il y a des problèmes, mais je pense pas qu'il y a un truc en particulier en faveur des Chiefs. Mais encore une fois, moi les mèmes avec les arbitres en maillot des Chiefs et tout, ça me rappelait les mèmes avec les arbitres en maillot des Patriots et tout, c'est la même chose. Après, ce qui est certain, ils sont avantagés par séquence, des fois à des moments importants, c'est clair et net. Mais c'est peut-être un biais un peu de vision, etc. Et j'avoue ne pas avoir là tout de suite d'études qui pourraient le prouver, mais il y a quand même souvent une tendance dans beaucoup de sports à avantager les meilleures équipes. Oui, je pense c'est que quand même basket, c'est un peu la même chose. Parce qu'à un moment, on a l'impression qu'ils sont meilleurs, donc s'ils n'ont pas réussi, c'est peut-être qu'il y a eu une petite faute. Enfin, il y a quand même biais de... Au basket, on disait que les stars avaient les meilleurs coups de sifflet. Tu vois, les Jordan, les machins, les Kobe, les LeBron, et j'entends. Mais après, tu vois, si tu prends le contexte où on dit les arbitres sont pas bons, à la fin, on dit que ça avantage l'équipe qui gagne. Ah oui, après, la seule petite différence, je me permets, je trouve de la nouvelle ère un peu Mahomes, Josh Allen, comparé aux anciens, c'est que je trouve qu'ils floppent beaucoup. Ils simulent un peu, ils en rajoutent beaucoup. Je trouve que t'es pas obligé d'aller à chaque fois simuler encore plus la truc. C'est vrai. Quand les autres quarterbacks, j'avoue, là, jouaient peut-être un peu plus... C'est vrai. Brady avait commencé un petit peu, non, sur la fin, Brady commençait un peu. Ouais. Il s'adaptait à son époque. Ah oui, non, il a toujours été. Attention, hein, c'est un mec intelligent. C'est pas il s'adaptait à son époque. Mais voilà, c'est juste, je trouve que t'es pas obligé d'aller en plus en rajouter des tonnes en te roulant au sol. Voilà. Ouais, non, ça on est d'accord. Bon, voilà, on a digressé un petit peu. C'est comme ça que se termine l'épisode 849. On vous l'a dit, la preview arrive demain. Exceptionnellement, à la place du deuxième débrief habituel, vous aurez un portrait de Jaden Daniels qui a été actualisé par Jean-Michel Boujard. Et puis on aurait bien fait de l'actu et parler de coach embauché, mais personne n'embauche, hein, pour l'instant. Ça prend un temps.
Ouais, oui. Ah, puis alors, t'as des équipes qui rencontrent 50 personnes. Alors, les Jets et les Bears, ils ont décidé de parler à la terre entière. Hein. Mais en plus, les Bears, ils ont pas même refait un entraînement avec Ryan Pauls qui a été chez eux à un moment. J'ai cru voir passer ça. Je sais plus, mais je les ai plus tous en tête. Mais Jets et Bears, c'est un délire. Ils veulent vraiment parler à tout le monde. Surveille ton téléphone. On sait jamais. On va vous laisser là-dessus. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci de nous écouter. Merci si vous nous soutenez sur Tipeee. On vous dit à très vite sur les ondes de TDA. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.